Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de biodiversité avec vous, Victoria Richard, bonjour. Bonjour David. Gérante action chez Ophi Invest AM. Pour celles et ceux qui nous regardent, c'est quoi tout simplement la biodiversité? Alors la biodiversité, au-delà des abeilles et des Il n'y a pas que les abeilles. En fait, c'est l'ensemble des êtres vivants, donc aussi bien les hommes que les animaux, les plantes, les champignons, les écosystèmes dans lesquels ils vivent, mais également les interactions entre les différentes espèces et les interactions de ces différentes espèces avec leurs écosystèmes. C'est un sujet dont on parle un peu plus depuis quelques années, depuis quoi, 1 ou 2 ans. Et c'est vrai qu'on pense essentiellement dans les grandes transitions à la transition écologique, la transition énergétique, qui a pris le devant de la scène, dont on parle tous les jours. Et ça paraissait moins urgent, la biodiversité. C'est en train de changer, ça? Oui, alors en fait, je pense que ça a pris plus de temps parce que c'est un sujet qui est complexe, voire très complexe, et encore plus que le climat. On a eu une première prise de conscience dans les années 70, mais c'était assez confidentiel, on va dire. Ensuite, on a eu le sommet de la Terre à Rio en 92 qui a marqué un peu le début de la prise de conscience sur le sujet. C'est à ce moment-là qu'on a créé ce qu'on appelle l'IPBES, donc qui est la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique pour la biodiversité et les écosystèmes. C'est très long, mais c'était un peu les bases sur le sujet. Ensuite, on a eu 2 COP, une première à Nagoya en 2010, où on a commencé à poser des bases, à fixer des objectifs pour 2020, mais qui n'ont pas été atteints. Et enfin, ce qui a vraiment réveillé la prise de conscience, c'est la COP 15 en 2022, avec les accords de Kunming-Montréal, où on s'est fixé des objectifs à 2030. Et il y a vraiment eu le début d'une mobilisation en faveur de la biodiversité. Parce qu'il est urgent, Victoria Richard, il est urgent d'agir. Il y a un enjeu vraiment qui est essentiel, qui est crucial, qui est capital sur cette biodiversité. Tout à fait, il y a un enjeu qui ne paraît peut-être pas évident pour le commun des mortels. Hein. Il y a un enjeu qui est colossal. Alors, pour la petite histoire, en 2009, il y a un groupe de scientifiques à Stockholm qui a décidé de mesurer les risques de l'impact de l'homme sur la planète. Donc, ils ont défini 9 grands processus qui font évoluer notre planète, et ils ont défini des limites pour chacun de ces 9 processus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a dépassé 6 des 9 limites, ce que l'on appelle aujourd'hui les limites planétaires, et dont notamment celle sur la biodiversité. En fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que la nature rend à l'homme des services écosystémiques gratuits, qui sont extrêmement importants. Donc on a plusieurs types de services écosystémiques. On va avoir par exemple l'approvisionnement, donc c'est simplement l'alimentation, l'eau douce, mais également les services de régulation comme la pollinisation, les services de soutien avec la constitution des sols, ou encore un service écosystémique auquel on pense moins, et qui est nommé la culture, et c'est simplement tout le tourisme, les loisirs qui sont basés sur la nature, mais également la santé mentale, puisque la nature a un effet plutôt positif sur notre santé mentale. Il faut avoir en tête que, je crois que c'est la Banque centrale qui donnait cette statistique, plus de la moitié du PIB mondial provient d'activités qui sont liées à ces services écosystémiques. Donc c'est vraiment un enjeu colossal pour nous aujourd'hui. Bon, pour l'investisseur, l'épargnant qu'on est ou qui nous regarde, comment on peut faire pour agir quand on est conscient de ces enjeux ? Alors, il y a différents types de possibilités. Le premier, évidemment, pour les sociétés de gestion, ça va être de répondre aux exigences réglementaires. Donc, on a la directive SFDR au niveau européen qui tente de flécher les investissements vers des investissements plus durables et notamment en faveur de la biodiversité. On va avoir au niveau français l'article 29 de la loi énergie-climat qui force les sociétés de gestion et les investisseurs à publier l'exposition aux impacts et aux dépendances de leur portefeuille sur la biodiversité et le climat. Et après, on peut également rejoindre des initiatives de place. Donc c'est par exemple le cas d'Ophi Invest Asset Management et d'AEMA. On a rejoint la Finance for Biodiversity Foundation qui fait tout un tas d'actions en faveur de la meilleure prise en compte de la biodiversité par les investisseurs. Et après, on peut tout simplement offrir une gamme de produits adaptés avec notamment des fonds biodiversité, par exemple. Et d'ailleurs, des fonds biodiversité ont été lancés depuis maintenant 1 ou 2 ans par différentes sociétés de gestion. Est-ce que finalement tous ces fonds se ressemblent ou pas ?
Alors pas tant que ça, pas comme c'est un sujet complexe, il y a différentes approches possibles. Alors on va retrouver des fonds qui sont plutôt ce qu'on appelle solutions, c'est-à-dire qu'ils vont investir massivement dans des sociétés qui proposent des solutions en faveur de la restauration de la biodiversité. On va avoir des sociétés qui se basent également sur les objectifs de développement durable de l'ONU par exemple, ou encore des sociétés qui utilisent plutôt un modèle pour quantifier ou juger en tout cas de la gestion des impacts négatifs des sociétés sur la biodiversité. Et c'est ce que vous faites, vous? Tout à fait, c'est le choix que nous avons fait chez Ophi Invest. Alors nous l'avons associé évidemment à une partie solution, mais nous avons... Et concrètement d'ailleurs, qu'on comprenne un peu la tambouille, la cuisine, comment ça se passe? Alors, donc en fait, on se concentre vraiment sur la gestion des impacts négatifs. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis en place, on a créé un modèle de score propriétaire pour mieux apprécier ces impacts négatifs. Donc on est parti d'un cadre scientifique et d'un cadre objectif. Donc on s'est notamment appuyé sur les travaux de l'IPBES dont je parlais tout à l'heure, de SBTN qui est Science Based Target for Nature. Donc qui est un peu l'équivalent de SBTI pour le climat, mais version nature et biodiversité, et également Encore, qui est une plateforme, une base de données sur le même sujet. Et à partir de ce travail scientifique, donc, nous avons élaboré notre propre modèle de score propriétaire. Et donc on regarde les sociétés sur 3 dimensions différentes. La première, à quel point est-ce que la société a défini une politique en faveur de la biodiversité, et concrètement, voilà, comment est-ce qu'elle se décline. Ensuite, est-ce qu'elle s'est fixé des objectifs, et est-ce qu'elle donne des indicateurs précis sur lesquels elle publie des données année après année. Et enfin, la troisième partie du score porte sur finalement les résultats. Est-ce que par rapport aux engagements pris par cette société, les résultats sont là? À la hauteur. Voilà. Ouais, donc je parlais de tambouille, c'est pas la tambouille, il y a un process de gestion qui est très ciblé, très fin et qui est suivi, et qui fait un suivi dans le temps entre les, pour bien voir s'il y a une différence entre les paroles et les actes. Est-ce qu'il il ne faut pas différencier, Victoria, les secteurs, il y a des secteurs qui pèsent plus ou moins d'ailleurs sur la biodiversité, hein. Tout à fait. Alors il y a 2 choses. Le premier, c'est qu'il y a des secteurs qui pèsent plus ou moins sur la biodiversité. Si on pense par exemple à l'industrie chimique ou minière, on peut évidemment imaginer que l'impact est plus fort sur la biodiversité qu'une société de services informatiques. Et après, il y a aussi le type de pression exercée sur la biodiversité, puisque l'IPBES a définit les 5 types de pression majeures qui pèsent sur la biodiversité. Donc on a ces 5 types de pression. Et en fonction des secteurs et sous-secteurs, on va allouer un poids plus ou moins important à ces pressions-là. Bon, et ça intéresse tout le monde évidemment. On veut le bien, on veut le respect de la biodiversité et puis la préservation surtout de la biodiversité. Mais il y a le critère de performance qui est important pour l'épargnant. On peut faire de la performance quand on investit dans cette thématique, ou est-ce qu'on doit en sacrifier un petit morceau comme les épargnants parfois le croient? Alors on peut évidemment concilier les deux, et c'est vrai que la majorité de nos clients veulent concilier les deux. On veut évidemment préserver et restaurer la biodiversité. Simplement, souvent, il faut aussi avoir un œil sur la performance. En réalité, ce que l'on fait, c'est qu'on va juger les sociétés sur leur manière de gérer les impacts négatifs sur la biodiversité. On va leur allouer des notes, les classer par quintile, mais une fois que ce travail est fait, quelque part, on fait le travail d'un gérant plus traditionnel, avec une analyse financière traditionnelle, et on met les deux vraiment au même niveau, c'est-à-dire l'extra-financier et le financier. Aussi important l'un que l'autre. Oui, tout à fait. Et il faut avoir en tête aussi qu'une société qui gère bien ses risques, et notamment ses risques liés à la biodiversité et son impact sur la biodiversité, peut potentiellement générer une meilleure performance à long terme qu'une société qui ne s'en soucie pas du tout. Allez, merci à vous. Explication signée Victoria Richard, gérante action chez Ophi Invest. Merci à vous. Merci David. Ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.